Ah, vous êtes là pour finir le roman? Bien sûr. Finissons-en dans ma chambre, la chambre de mes parents, comme promis. Mais évidemment, encore là, dans un nouvel angle, qui est quand même assez stylé avec les dragons et les trucs. Avant même que je sois fan du Japon, la chambre était comme ça. Et ça a été un peu hasard que je sois fan du pays. Donc, dernière partie. Donc, la page 119 à 137. C'est parti. Il l'apprend, comme il prendrait son enfant. Il prendrait son enfant de même. Il joue avec le corps de son enfant. Il le retourne. Il s'en redécouvre le visage, la bouche, les yeux. Et elle continue à s'abandonner dans la direction exacte qu'il a prise quand il a commencé à jouer. Et d'un seul coup, c'est elle qui le supplie. Elle ne dit pas de quoi. Et lui, il lui crie de se taire. Il crie qu'il ne veut plus d'elle, qu'il ne veut plus jouir d'elle. Et les voici de nouveau pris entre eux, verrouillés entre eux, dans l'épouvante. Et voici que cette épouvante se défait encore, qu'il lui cède encore dans les larmes, le désespoir, le bonheur. Ils se taisent tout au long du soir. Dans l'auto noir qui la ramène à la pension, elle met sa tête contre son épaule. Il l'enlace. Il lui dit que c'est bien que le bateau de France vienne bientôt et l'emmène et les sépare. Ils se taisent pendant le trajet. Quelquefois, il demande au chauffeur d'aller le long du fleuve faire un tour. Elle s'endort, exténuée contre lui. Il la réveille avec des baisers. Dans le dortoir, la lumière est bleue. Il y a une odeur d'encens et on en fait toujours brûler au crépuscule. La chaleur est stagnante. Toutes les fenêtres sont grandes ouvertes et il n'y a pas un souffle d'air. J'enlève mes chaussures pour ne pas faire de bruit, mais je suis tranquille. Je sais que la surveillante ne se lèvera pas, que c'est admis maintenant que j'entre la nuit à l'heure que je veux. Je vais tout de suite voir la place de HL, Hélène Lagonelle, toujours avec un peu d'inquiétude, toujours dans la peur qu'elle se soit enfuie de la pension pendant la journée. Elle est là, elle dort bien, HL. J'ai le souvenir d'un sommeil buté, presque hostile, de refus. Ses bras nus entourent sa tête abandonnée. Le corps n'est pas convenablement couché comme celui des autres filles. Ses jambes sont repliées. On ne voit pas son visage, son oreiller a glissé. Je devine qu'elle a dû m'attendre et puis s'endormir ainsi, dans l'impatience, la colère. Elle a dû pleurer aussi, puis tomber dans le gouffre. Je voudrais bien la réveiller, qu'on parle ensemble tout bas. Je ne parle plus avec l'homme de Cholène. Il ne parle plus avec moi. J'ai besoin d'entendre les questions de HL. Elle a cette attention incomparable. Cette attention incomparable des gens qui n'entendent pas ce que l'on dit, mais ce n'est pas possible que je la réveille. Une fois réveillée ainsi en pleine nuit, HL ne peut plus se rendormir. Elle se lève, elle a envie de sortir, elle le fait, elle dévale les escaliers, elle va dans les couloirs, les grandes cours vides, elle court, elle m'appelle, elle est si heureuse, on ne peut rien contre ça. Et quand on la prive de promenade, on sait que c'est ce qu'elle attend. J'hésite, et puis non, je ne la réveille pas. Sous le moustiquaire, la chaleur est étouffante. Quand on la referme, elle paraît impossible à supporter. Mais je sens que c'est parce que je viens du dehors, des rives du fleuve où il fait toujours frais la nuit. J'ai l'habitude, je ne bouge pas, j'attends que ça passe. Je passe, ça passe. Je ne m'endors jamais tout de suite malgré ces fatigues nouvelles dans ma vie. Je pense à l'homme de Cholène. Il doit être dans une boîte de nuit à côté de la source. Avec son chauffeur, ils doivent boire en silence. C'est l'alcool de riz quand ils sont entre eux. Ou bien il est rentré, il s'est endormi dans la lumière de la chambre, toujours sans parler à personne. Ce soir-là, je ne peux plus supporter la pensée de l'homme de Cholène. Je ne peux plus supporter celle de HL. Il semblerait qu'ils aient leur vie comblée, que ça leur vienne du dehors, d'eux-mêmes. Il semblerait que je n'ai rien de pareil. La mère dit, celle-ci, elle ne sera jamais contente de rien. Je crois que ma mère a commencé à se montrer à moi. Je crois que je sais déjà me le dire. J'ai vaguement envie de mourir. Ce mot, je ne le sépare déjà plus de ma vie. Je crois que j'ai vaguement envie d'être seul. De même, je m'aperçois que je ne suis plus seul depuis que j'ai quitté l'enfance. La famille du chasseur. Je vais écrire des livres. C'est ce que je vois au-delà de l'instant, dans le grand désert sous les traits duquel
apparaît l'étendue de ma vie. Je ne sais plus quels étaient les mots du télégramme de Saigon. Si on disait que mon petit frère était décédé, ou si on disait « rappeler à Dieu ». Il me semble me souvenir que c'était rappelé à Dieu. L'évidence m'a traversé. Ce n'était pas elle qui avait pu envoyer le télégramme, le petit frère, mort. D'abord c'est intelligible, puis brusquement de partout, du fond du monde, la douleur arrive. Elle m'a recouverte, elle m'a exporté. Je ne reconnaissais rien. Je n'ai plus existé sauf la douleur. Laquelle, je ne savais pas laquelle. Si c'était celle d'avoir perdu un enfant quelques mois plus tôt qui revient, ou si c'était une nouvelle douleur. Maintenant, je crois que c'était une nouvelle douleur. Mon enfant mort à la naissance, je ne l'avais jamais connu et je n'avais pas voulu me tuer comme là je le voulais. On s'était trompé. L'erreur qu'on m'avait faite en quelques secondes, on a gagné tout l'univers. Le scandale était à l'échelle de Dieu. Mon petit frère était immortel et on ne l'avait pas vu. L'immortalité avait été recelée par le corps de ce frère, tandis qu'il vivait et nous, on n'avait pas vu que c'était dans ce corps-là que se trouvait être logé l'immortalité. Le corps de mon frère était mort. L'immortalité était morte avec lui. L'immortalité était morte. Faut le faire. Et ainsi allait le monde maintenant, privé de ce corps visité, de cette visite. On s'était trompé complètement. L'erreur a gagné tout l'univers. Le scandale. Du moment qu'il était mort, lui, le petit frère, tout devait mourir à la suite, et par lui. La mort en chaîne partait de lui. L'enfant, le corps mort de l'enfant, lui, on ne se ressentait en rien de ces événements dont il était cause. L'immortalité qu'il avait habité pendant 27 ans de sa vie, il n'en connaissait pas le nom. Personne ne voyait clair que moi. Et du moment que j'accédais à cette connaissance-là, simple à savoir que le corps de mon petit frère était le mien aussi, je devais mourir, je suis morte. Mon petit frère m'a rassemblé à lui, il m'a tiré à lui et je suis morte. Il faudrait prévenir les gens de ces choses-là, leur apprendre que l'immortalité est mortelle, qu'elle peut mourir, que c'est arrivé, que cela arrive encore, qu'elle ne se signale pas en tant que telle, jamais, qu'elle est la duplicité absolue, qu'elle n'existe pas dans le détail, mais seulement dans le principe, que certaines personnes peuvent en receler la présence, à condition qu'elles ignorent le faire. De même que certaines autres personnes peuvent en déceler la présence chez ces gens, à la même condition qu'elles ignorent le pouvoir, que c'est tandis qu'elle se vit que la vie est immortelle, tandis qu'elle est en vie. Que l'immortalité, ce n'est pas une question de plus ou moins de temps, que ce n'est pas une question d'immortalité, que c'est une question d'autre chose qui est restée ignorée. Que c'est aussi faux de dire qu'elle est sans commencement ni fin, et de dire qu'elle commence et qu'elle finit avec la vie de l'esprit du moment que c'est de l'esprit qu'elle participe, et de la poursuite du vent. Regardez les sables morts des déserts, le corps mort des enfants. L'immortalité ne passe pas par là, elle s'arrête et contourne. Pour le petit frère, il s'agit d'une immortalité sans défaut, sans légende, sans accident, pure, d'une seule portée. Le petit frère n'avait rien à crier dans le désert, il n'avait rien à dire ailleurs ou ici même. Rien. Il était sans instruction, il n'était jamais arrivé à s'instruire de quoi que ce soit. Il ne savait pas parler, à peine lire, à peine écrire. Parfois, on croyait qu'il ne savait même pas souffrir. C'était quelqu'un qui ne comprenait pas et qui avait peur. Cet amour insensé, je lui porte, reste pour moi un insondable mystère. Je ne sais pas pourquoi je l'aimais à ce point-là de vouloir mourir de sa mort. J'étais séparé de lui pendant 10 ans quand il s'est arrivé et je ne pensais que rarement à lui. Je l'aimais, semblait-il. Pour toujours et rien de nouveau ne pouvait arriver à cet amour. J'avais oublié la mort. On parlait peu ensemble. On parlait très peu du frère aîné de notre malheur, de celui de la mer, de celui de la plaine. On parlait plutôt de la chasse, de carabines, de mécanique, des autos. Il se mettait en colère contre l'auto cassée. Il me racontait, il me décevait les bagnoles qu'il aurait plus tard. Je connaissais toutes les marques de carabines de chasse et toutes celles des bagnoles. Bagnoles, of course. On parlait aussi, bien sûr, d'être dévoré par les tigres si on ne faisait pas attention, de se noyer dans le lac si on continuait à nager dans les courants. Il était de 2 ans mon aîné.
Le vent s'est arrêté, et il fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Des oiseaux crient de toute leur force, des démons, ils s'aiguisent le bec contre l'air froid. Ils le font sonner dans toute son étendue de façon presque assourdissante. Les paquebots remontaient la rivière de Saigon, moteurs arrêtés tirés par des remorqueurs jusqu'aux installations portuaires qui se trouvaient dans celle des boucles du Mekong qui est à la hauteur de Saigon. Cette boucle, ce bras du Mekong, s'appelle la rivière de Saigon. L'escale était de 8 jours. Du moment que les bateaux étaient à quai, la France était là. On pouvait aller dîner en France, y danser. C'était trop cher pour ma mère et de plus, pour elle, ce n'était pas la peine. Mais avec lui, l'amant de Chelène, on aurait pu y aller. Il n'y allait pas parce qu'il aurait eu peur d'être vu avec la petite Blanche si jeune. Il ne le disait pas, mais elle le savait. À cette époque-là, ce n'était pas encore si loin. À peine 50 ans. Il n'y avait que les bateaux pour aller partout dans le monde. D'une grande fraction des continents étaient encore sans route, sans chemin de fer. Sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, il n'y avait encore que les chemins de la préhistoire. C'étaient les paquebots des messageries maritimes, les mousquetaires de la ligne, le Porthos, le D'Artagnan, l'Aramis qui reliait l'Indochine à la France. Il n'en manque pas un. Bon, peu importe. Ce voyage-là durait 24 jours. Les paquebots des lignes étaient déjà des villes avec des rues, des bars, des cafés, des bibliothèques, des salons, des rencontres, des amants, des mariages, des morts. Des sociétés de hasard se formaient, elles étaient obligées. On le savait, on ne l'oubliait pas. Et de ce fait, elles devenaient vivables, et même parfois inoubliables d'agrément. C'est là les seuls voyages des femmes, pour beaucoup d'entre elles surtout, mais pour certains hommes parfois, les voyages pour se rendre à la colonie restaient la véritable aventure de l'entreprise. Pour la mère, ils avaient toujours été, avec notre petite enfance, ce qu'elle appelait le meilleur de sa vie. Les départs, c'était toujours les mêmes départs. C'était toujours les premiers départs sur les mers. La séparation d'avec la terre, c'était toujours faite dans la douleur et le même désespoir, mais ça n'avait jamais empêché les hommes de partir, les juifs, les hommes de la pensée et les purs voyageurs du seul voyage sur la mer, et ça n'avait jamais empêché non plus les femmes de les laisser aller, elles qui ne partaient jamais, qui restaient garder le lieu natal, la race, les biens, la raison d'être du retour. La raison d'être du retour. Pendant des siècles, les navires avaient fait que les voyages étaient plus lents, les plus tragiques aussi qu'ils ne le sont de nos jours. La durée du voyage couvrait la longueur de la distance de façon naturelle. On était habitué à ces lentes vitesses humaines sur la terre et sur la mer, à ces retards, à ces attentes du vent, des éclaircies, des naufrages, du soleil, de la mort. Les paquebots qui avaient connu la Petite Blanche étaient déjà parmi les derniers courriers du monde. C'était pendant sa jeunesse, en effet, que les premières lignes d'avion avaient été instituées qui devaient progressivement priver l'humanité des voyages à travers la mer. On allait encore chaque jour dans la garçonnière de Cholène. Il faisait comme d'habitude. Pendant tout un temps, il faisait comme d'habitude. Il me douchait avec l'eau des genres et il me portait sur le lit. Il venait près de moi, il s'allongeait, mais aussi il était devenu sans force aucune, sans puissance aucune. La date du départ, même encore lointaine, une fois fixée, il ne pouvait plus rien faire avec son corps. C'était arrivé brutalement, à son insu. Son corps ne pouvait plus de celle-ci qui allait partir, trahir. Il disait que je ne peux plus te prendre. Je croyais pouvoir encore, je ne peux plus. Il disait qu'il était mort. Il avait un très doux sourire d'excuse. Il disait que peut-être ça ne reviendrait plus jamais. Je lui demandais s'il aurait voulu cela. Il riait, presque. Il disait, je ne sais pas. En ce moment, peut-être que oui. Sa douceur était restée entière dans la douleur. Il ne parlait pas de cette douleur. Il n'avait jamais dit un mot. Parfois, son visage tremblait. Il fermait les yeux et ses dents se serraient. Mais il se taisait toujours sur les images qu'il voyait derrière ses yeux fermés. On aurait dit qu'il aimait cette douleur, qu'il l'aimait comme il m'avait aimé, très fort jusqu'à mourir peut-être, et que maintenant, il la préférait à moi. Des fois, il disait qu'il voulait me caresser.
parce qu'il savait que j'en avais une grande envie, qu'il voulait me regarder lorsque la jouissance se produirait. Il le faisait. Il me regardait en même temps et il m'appelait comme son enfant. On avait décidé de ne plus se voir, mais ce n'était pas possible. Ça n'avait pas été possible. Chaque soir, je le retrouvais devant le lycée dans son automobile noire, la tête détournée de la honte. Lorsque l'heure du départ approchait, le bateau lançait 3 coups de sirène, très longs, d'une force terrible. Il l'entendait dans toute la ville et du côté du port, le ciel devenait noir. Les remorqueurs s'approchaient près du bateau et le tiraient vers la travée centrale de la rivière. Lorsque c'était fait, les remorqueurs larguaient leur amarre et revenaient vers le port. Alors, le bateau, encore une fois, disait adieu. Il lançait de nouveau ses mugissements terribles et si mystérieusement tristes qui faisaient pleurer les gens. Non seulement ceux du voyage, ceux qui se séparaient, mais ceux qui étaient venus regarder aussi, et ceux qui étaient là sans raison précise, qui n'avaient personne à qui penser. Le bateau, ensuite, très lentement, avec ses propres forces, s'engageait dans la rivière. Longtemps, on voyait sa forme haute avancer vers la mer. Beaucoup de gens restaient là à le regarder, à faire des signes de plus en plus ralentis, de plus en plus découragés avec leur écharpe, leur mouchoir. Et puis à la fin, la terre emportait la forme du bateau dans sa courbure. Par temps clair, on le voyait lentement sombrer. Elle aussi, c'était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu, quand on avait relevé la passerelle et que les remorqueurs avaient commencé à le tirer, à l'éloigner de la terre qu'elle avait pleuré. Elle avait fait sans montrer ses larmes parce qu'il était chinois et qu'on ne devait pas pleurer ce genre d'amant. Sans montrer à sa mère et à son petit frère qu'elle avait de la peine, sans montrer rien, comme c'était l'habitude entre eux. Sa grande automobile était là, longue et noire, avec à l'avant le chauffeur en blanc. Il était un peu à l'écart du parc à voiture des messageries maritimes isolées. Elle avait reconnu à ces signes-là. C'était lui à l'arrière, cette forme à peine visible qui ne faisait aucun mouvement, terrassé. Il était accoudé au bastingage comme la première fois sur le bac. Elle savait qu'il la regardait. Elle le regardait elle aussi. Elle ne le voyait plus, mais elle regardait encore vers la fond de l'automobile noire. Et puis à la fin, elle ne l'avait plus vu. Le port s'était effacé, et puis la terre. Il y avait la mer de Chine, la mer Rouge, l'océan Indien, le canal de Suez. Le matin, on se réveillait et c'était fait. On le savait à l'absence de trépidation, on avançait dans les sables. Donc, soit on avait les pays arabes, I guess. Mais avant tout, il y avait cet océan. C'était le plus long et le plus vaste. Il touchait le pôle sud, le plus long entre les escales, entre Ceylan et la Somalie. Certaines fois, ils étaient si calmes et le temps si pur, si doux, qu'il agissait quand on le traversait comme d'autres voyages que celui à travers la mer. Avant tout, le bateau s'ouvrait. Les salons, les coursives, les hublots, les passagers fuyaient leurs cabines torrides et dormaient à même le pont. Au cours d'un voyage, pendant la traversée de cet océan, tard dans la nuit, quelqu'un était mort. Elle ne sait plus très bien si c'était au cours de ce voyage-là ou d'un autre voyage que c'était arrivé. Il y avait des gens qui jouaient aux cartes dans le bar des premières. Parmi ces joueurs, il y avait un jeune homme, et à un moment donné, ce jeune homme, sans un mot, avait posé ses cartes, était sorti du bar, avait traversé le pont en courant, et s'était jeté dans la mer. Le temps d'arrêter le bateau qui était en pleine vitesse, et le corps s'était perdu. Non. À l'écrire, on ne voit pas le bateau, mais un autre lieu. Celui où on a entendu raconter l'histoire, c'était Sadek. C'était le fils de l'administrateur de Sadek. Elle le connaissait. Il était aussi au lycée de Saigon. Elle se souvient, très grand, le voyage très doux, brun, les lunettes d'écaille. Rien d'autre, rien n'avait été retrouvé dans la cabine, aucune lettre. L'âge est resté dans la mémoire, terrifiant, le même. 17 ans. Le bateau était reparti à l'aube. Le plus terrible, c'était ça. Le lever du soleil, la mer vide, et la décision d'abandonner les recherches, la séparation. Et une autre fois, c'était encore au cours de ce même voyage, pendant la traversée de ce même océan, la nuit de même était déjà commencée. Il s'est produit dans le grand salon. Il s'est produit dans le grand salon du pont principal l'éclatement d'une valse de Chopin qu'elle connaissait de façon sincère et intime, parce qu'elle avait essayé de l'apprendre pendant des mois et qu'elle n'était jamais arrivée à la jouer correctement. Jamais. C'est qu'elle avait fait ce qui avait fait qu'ensuite, sa mère avait consenti à lui faire abandonner le piano. Cette nuit-là, perdue entre les nuits et les nuits,
De cela, elle était sûre. La jeune fille l'avait justement passé sur ce bateau et elle avait été là quand cette chose-là s'était produite. Cet éclatement de la musique que Chopin sous le ciel illuminé de brillance. Il n'y avait pas un souffle de vent et la musique s'était répandue partout dans le paquebot noir, comme une injonction du ciel dont on ne savait pas à quoi elle avait trait, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Et la jeune fille s'était dressée comme pour aller à son tour se tuer, se jeter à son tour dans la mer, et après, elle avait pleuré parce qu'elle avait pensé à cet homme de Cholène, et elle n'avait pas été sûre tout à coup de ne pas l'avoir aimé d'un amour qu'elle n'avait pas vu parce qu'il s'était perdu dans l'histoire comme l'eau dans le sable et qu'elle le retrouvait seulement maintenant, à cet instant de la musique jetée à travers la mer. Comme plus tard, l'éternité du petit frère à travers la mort. Autour d'elle, les gens dormaient, recouverts par la musique, mais pas réveillés par elle. Tranquille, la jeune femme pensait qu'elle venait de voir la nuit la plus calme qui serait jamais survenue dans l'océan Indien. Elle croit que c'est pendant cette nuit-là aussi qu'elle a vu arriver sur le pont son jeune frère avec une femme. Il s'était accoudé au bastingage, elle l'avait enlacé et il s'était embassé. La jeune femme s'était cachée pour mieux voir, elle avait reconnu la femme. Déjà avec le petit frère, ils ne se quittaient plus. C'était une femme mariée, il s'agissait d'un couple mort. Le mari paraissait ne s'apercevoir de rien. Pendant les derniers jours du voyage, le petit frère et cette femme restaient toute la journée dans la cabine et ne sortaient que le soir. Pendant ces mêmes journées, le petit frère regardait sa mère et sa sœur sans les reconnaître, aurait-on dit. La mère était devenue farouche, silencieuse, jalouse. Elle, la petite, elle pleurait. Elle était heureuse, croyait-elle. Et dans le même temps, elle avait peur de ce qui arriverait plus tard au petit frère. Elle avait cru qu'il les laisserait, qu'il partirait avec cette femme, mais non, il les avait rejointes à l'arrivée en France. Elle ne sait pas combien de temps après ce départ de la jeune fille blanche, il a exécuté l'ordre du père quand il a fait ce mariage qu'il lui ordonnait de faire avec la jeune fille désignée par les familles depuis 10 ans, couverte d'or elle aussi des diamants du jade. Une chinoise, elle aussi originaire du nord, de la file de Fushuen, venue accompagnée de famille. Il a dû être longtemps à ne plus pouvoir être avec elle, à ne plus arriver à lui donner l'héritier des fortunes. Le souvenir de la petite blanche devait être là, couché, le corps là, en travers du lit. Elle a dû rester longtemps la souveraine de son désir, la référence personnelle à l'émotion, à l'immensité de la tendresse, à la sombre et terrible profondeur charnelle. Puis le jour est arrivé où ça a dû être possible, celui justement où le désir de la petite blanche devait être tel, intenable, à un tel point qu'il aurait pu en retrouver son image entière, comme dans une grande et forte fièvre, et pénétrer l'autre femme de ce désir d'elle, l'enfant blanche. Il avait dû s'être retrouvé par le mensonge au-dedans de cette femme, et par le mensonge faire ce que les familles, le ciel, les ancêtres du Nord attendaient de lui, à savoir l'héritier du nom. Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille blanche. Elle avait des servantes natives de Sadek qui connaissaient l'histoire et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elle aurait dû être du même âge tous les deux, 16 ans. Cette nuit-là, avait-elle vu pleurer son époux, et ce voyant l'avait-elle consolé? La petite fille de 16 ans, une fiancée chinoise des années 30, pouvait-elle sans inconvenance consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais? Qui sait? Peut-être je n'ai pas de cœur. Non, c'est pas ça. C'est une réponse à la voix. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être avait-elle pleuré avec lui, sans un mot le reste de la nuit. Et puis qu'ensuite serait venu l'amour, après les pleurs. Elle, la jeune fille blanche, elle n'avait jamais rien su de ces événements-là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'était moi. Elle avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix. » Elle avait dit « C'est moi, bonjour. » Il était intimidé. Il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su
par la mère qu'il avait revue à Saigon, et aussi pour le petit frère qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme ça, que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Naufle-le-Château, Paris, février à mai 1984. Fin.